Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, une grande réunion présidée par le chef d'État et auquel ont participé divers acteurs a eu lieu ce jour au Palais Diavelou. Cela pour se concerter concernant la hausse de prix du carburant. Le président de la République a souligné que l'objectif du gouvernement reste le même, celui de veiller à l'intérêt de la population. Les détails avec Judigal Rajanirin et Andra Zanjabé. Le président de la République a indiqué que le prix du carburant sera une question nationale commune pour l'intérêt de la population malagasy. C'est pourquoi les différents acteurs se sont réunis au palais présidentiel ce jour. En plus de ces responsables gouvernementaux, il y a eu des représentants d'entreprises, des chefs de groupe, de nombreuses organisations de défense des droits des consommateurs et des membres de la société civile. Tous ont exprimé leur opinion. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement consulte le secteur privé sur les prix du carburant. C'est grâce au dialogue que nous avons pu stabiliser le prix depuis 2019 selon le numéro 1 de Madagascar. Cependant, pour cette fois-ci, cette hausse est inévitable. Les Malagasy attendent avec impatience et anxiété ce nouveau prix. Toutefois, les consultations se poursuivront demain avec les compagnies pétrolières. Tourisme à présent, les tourismes internationaux commencent à venir à Madagascar. Selon le ministre du Tourisme, la compagnie Airlink reliant Madagascar et l'Afrique du Sud ouvrira prochainement et devrait redynamiser le secteur. Fanjesena Mireille, Yves Janel. Depuis l'ouverture des frontières de Madagascar, 30% des passagers qui débarquent sont des touristes. On peut dire que l'engouement des touristes pour la destination revient lentement. Le ministère du Tourisme poursuivra sa stratégie de relance du tourisme, a annoncé le ministre Joël Randjamanjantu. L'ouverture de Madagascar à d'autres marchés et pays contribuera à augmenter le nombre de touristes, a-t-il poursuivi. Bientôt, la compagnie Airlink lancera prochainement des vols pour relier l'Afrique du Sud et Madagascar afin de promouvoir davantage le secteur. Dans un tout autre sujet, la pénurie d'électricité à la Jirama est désormais tombée à 17 MW contre 60 MW il y a un mois. En conséquence, le nombre de coupures sur le réseau interconnecté d'Antananarive a diminué, comme l'a annoncé aujourd'hui le directeur général adjoint de l'électricité au sein de la Jirama. L'entreprise est actuellement confrontée à des difficultés d'approvisionnement en raison de la hausse des prix du carburant, mais il existe également des problèmes techniques au niveau des stations qui sont déjà en cours de mise à niveau. Détails avec Antoniana Martina et Barnienne Denilson. Le déficit de la centrale de la Jirama pour le réseau interconnecté d'Antananarive a atteint 60 MW en juin. Suite aux avaries des centrales hydroélectriques d'Ambumanamboul et de Manchsez, les atteintes au niveau de la centrale d'Andekalek ont aggravé la situation, en plus des problèmes techniques. Cependant, l'entreprise a également connu des difficultés d'approvisionnement en carburant en raison de la hausse des prix mondiaux, car depuis le début de juin, l'entreprise applique déjà la vérité de prix qui est de 6 400 ariars le litre. Les problèmes techniques ont maintenant été partiellement résolus. La réhabilitation de la centrale d'Andekalek est la première solution proposée par la Jirama pour éliminer les coupures d'électricité récurrentes. Cette dernière, qui produit actuellement 84 MW et dont la production devrait passer à 120 MW d'ici décembre 2022. Dans quelques jours, cependant, la production de la centrale solaire d'Ambatulimp sera intégrée au réseau interconnecté d'Antananarive. La société s'attachera également dans un futur proche à pallier les désagréments des consommateurs selon la même source. Pour rappel, les besoins actuels du réseau interconnecté d'Antananarive atteignent les 259 MW. Nous allons à présent suivre un public reportage. Plus de 2000 ménages issus d'Antananarive, de Murumbe et d'Abani bénéficieront d'aide alimentaire émanant du CIF ou Secours Islamique France. La distribution a commencé ce jour à l'EPP Antanimena 2. Les détails.
À l'occasion de la fête de Tabaski ou Aïd el-Adha, le CIF ou Secours Islamique France a octroyé au moins 10 kilos de viande pour chacune des familles membres issues des Fouktan d'Adomadink et de 3G Hangar ce jour à l'EPP d'Antan Mena 2. Les activités du CIF se font en partenariat avec les autorités nationales. Nous avons une convention avec le ministère de la Population, nous avons une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. L'activité de ce matin, c'est une distribution de colis de viande. Nous distribuons des colis de viande à environ, on va dire, 2700 ménages. 2700 ménages. Le but, c'est d'aider à renforcer leur sécurité alimentaire. Nous avons choisi ces bénéficiaires en voyant déjà ceux-là qui étaient sur les listes de CIF, dans les quartiers où nous travaillons, notamment où nous assurons l'éducation avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi où on fait des actions de protection sociale avec le ministère de la Population. Donc c'est une joie pour nous, en tout cas, de donner le sourire à d'autres personnes au-delà de ceux qui célèbrent la fête de Tabaski. Pour les bénéficiaires, être membre du CIF présente de nombreux avantages, car mis à part les aides alimentaires, le CIF paie également le droit d'inscription des enfants à l'EPP et au CEG. Notre famille est composée de 5 personnes, dont 3 enfants sont élèves au sein d'une EPP et d'un CEG. Nos enfants peuvent y étudier grâce au CIF, qui paie leurs droits. Le CIF distribue également des aliments, et cette fois, c'était 10 kilos de viande. Comme nous ne pouvons pas les consommer en peu de temps, nous les partageons avec nos familles qui ne sont pas membres. Cela nous permet de faire des économies. En effet, on dépense environ 2000 à 3000 arrières tous les dimanches pour acheter de la viande. On n'en consomme que les dimanches. Nous habitons au Fouktan 3G Hangar et notre famille est également composée de 5 personnes. Je suis membre actif du CIF depuis longtemps. Nous avons déjà bénéficié de nombreux avantages. Comme je suis tireur de pousse-pousse et comme je ne mange pas assez de viande, cette distribution ne peut que me réjouir. Grâce à ce don, on mangera de la viande pendant à peu près une semaine. L'action va également se poursuivre dans 2 districts, notamment ceux de Mouroumbé et d'Ampani. 700 ménages bénéficieront de la même quantité de viande dans chacun de ces districts. La distribution, ce n'est pas seulement à Tana, ça se passe aussi à Mouroumbé et à Ampani, parce que ce sont les zones d'intervention de CIF. Donc les 2700 familles sont reparties sur les trois localités, à Tana, à Mouroumbé et à Ampani. À noter que le CIF a été fondé en 1991. Dans les actualités également, la dépouille du député EIRD, le docteur Ndjiamana Al-Narif Raymond Michel Josselin, a été transportée à l'Assemblée nationale ce jour pour une cérémonie d'adieu. Par la suite, elle a été emmenée à l'écart Saint-Joseph à Natiaz Issouch avant de rejoindre sa dernière demeure à Mbouimarn Itosi. Détails sur les images de Yves Janel. Amin'ny filoham-pirenena raha matoa filohany any teny mera-pirenena ny solombavambahoaka ny Madagasikara ny fianakaviam-be ny mpiara-miasa ato amin'ny any teny mera-pirenena no anaovanay veloma farany anao député de Madagasikara Ndjiamana Al-Narif Raymond Michel Josselin. De nombreux députés et collègues sont venus rendre un dernier hommage au député de l'IRD, le docteur Ndjiamana Al-Narif Raymond Michel Josselin, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le docteur Josselin était parmi les plus actifs à Timbazaz.
et il était toujours l'un des premiers à arriver lors des sessions. Toutes ses responsabilités en tant que député ont été énumérées lors de la cérémonie de ce jour. Les députés ont également effectué leurs derniers devoirs envers le docteur Josselin et aux membres de sa famille au nom de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Après la cérémonie, des collègues députés ont transporté le cercueil et ont accompagné le cortège jusqu'au portail de Simbazaz. Avant d'être placé dans sa dernière demeure à Itosi, il a été emmené à l'écart Saint-Joseph Natiazwisuchi. On rappelle que le docteur Josselin est décédé le 7 juillet à la polyclinique Ilaf des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Il a laissé une veuve et 3 orphelins. Et dans un tout autre sujet, nous entrons désormais progressivement dans la digitalisation dans le secteur des transports publics. Après une réunion avec l'UCTS en juin dernier, les responsables ont également rencontré les membres de l'UCTU aujourd'hui à Mbudvoun. 2 véhicules de la ligne D sont actuellement en essai technique. Détails sur les images de Yves Janel. Les responsables, travaillant sur la numérisation des tickets de transport public, sont venus rencontrer les membres des coopératives de l'UCTU aujourd'hui. La digitalisation est possible selon les présidents de certaines coopératives, mais les intérêts de chacun doivent être pris en compte. Actuellement, des essais techniques sur 2 véhicules de la ligne D sont en cours selon les responsables. La sécurité est un avantage de la digitalisation car les passagers des taxis B n'ont plus besoin d'avoir de l'argent sur eux. C'est également un avantage du côté sanitaire, explique le responsable partenariat Ulan Ardol. Il suffit d'utiliser le TPE qu'on peut charger via Mobile Money ou un point marchand CPP. Les propriétaires de véhicules, d'autre part, connaissent leurs recettes en temps réel. Après cette rencontre, 10 véhicules de l'UCTU feront l'objet d'essais techniques. En ce qui concerne le prix de l'équipement, les responsables sont actuellement à la recherche de partenaires dans le but d'en minimiser le coût d'investissement, selon toujours les explications. À noter que ce projet est possible grâce à la collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo. Éducation. Environ 30% des offres d'emploi à Madagascar nécessitent la maîtrise de la langue anglaise. La connaissance de cette langue est un moyen de lutter contre le chômage, soutient un professeur. De plus, les étudiants malagasy peuvent rapidement maîtriser l'anglais, a-t-il rajouté. Majesena Mireille, Yves Janel. Good morning, Vitaly. How are you doing? I'm in good shape. How are you? I'm fine. L'anglais gagne du terrain à Madagascar, notamment dans le domaine de l'emploi. Cependant, peu de Malgaches parlent encore cette langue, même si l'anglais est classé parmi les 3 langues les plus utilisées au monde. En effet, l'anglais est parlé dans 67 des 195 pays et il est la langue parlée par la plupart des grandes puissances mondiales. Il est nécessaire de la maîtriser pour les jeunes qui veulent étudier à l'étranger ou trouver un emploi. Cette langue n'est pas difficile à apprendre, rassure un professeur. Toutefois, les apprenants devraient être déterminés et persévérants. Il a rajouté que cette langue devrait être intégrée dans l'éducation dès le plus jeune âge. Dans les actualités internationales, les Japonais étaient en deuil samedi après l'assassinat la veille de leur ancien Premier ministre Shinzo Abe. Nombre d'entre eux se sont rendus sur les lieux où il a été tué par balle dans la ville de Nara, dans l'ouest du pays. La police a reconnu des failles indéniables dans la sécurité de l'ex-chef de gouvernement. France 24. Mea culpa de la police aujourd'hui, c'est le chef de la police du département de Nara où a eu lieu l'assassinat de Shinzo Abe qui avait l'air très ému en conférence de presse. Il a reconnu des failles indéniables dans le processus de sécurité qui devait protéger Shinzo Abe. Aujourd'hui, eh bien, il y a eu tout de même des meetings électoraux parce que les élections, donc demain, les élections sénatoriales sont maintenues. Une façon de prouver que la démocratie japonaise est toujours debout, même si elle est touchée. C'est indéniable. L'ambiance était très différente aujourd'hui, notamment
évidemment au meeting du Premier ministre qui s'est exprimé face à 600 personnes. À l'entrée du meeting, évidemment, il y avait des détecteurs de métaux, des fouilles de sacs. Enfin, c'est terminé le temps de l'innocence. Clairement, l'ambiance des campagnes électorales japonaises ne sera jamais plus comme avant. Beaucoup d'émotions aussi à Nara, où des Japonais continuent à affluer pour déposer des fleurs à l'endroit où a eu lieu l'assassinat, mais aussi à Tokyo, où le corps de Shinzo Abe est arrivé cet après-midi dans un corbillard. Il a été accueilli par une haie d'honneur de membres du Parti libéral-démocrate, le parti de Shinzo Abe. Ils étaient habillés en noir. Une veillée funèbre aura lieu lundi et les obsèques vraisemblablement mardi, mais en petit comité avec uniquement la famille et des proches de Shinzo Abe. Et puis des dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernementaux ont envahi samedi la résidence du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, le contraignant à prendre fuite avant leur arrivée. Le Premier ministre s'est dit prêt à démissionner pour laisser place à un gouvernement d'union nationale. Le pays est sujet à d'importants mouvements de contestation depuis des mois. France 24. En fait, depuis le début de la contestation, les manifestants réclament surtout la démission du président Gotabaya Rajapaksa. Le président s'est accroché jusqu'au bout au pouvoir. Il a fui, comme vous l'avez dit, le palais présidentiel ce matin face à l'ampleur de la contestation. Et même si le président n'a toujours pas démissionné officiellement, une page de l'histoire politique du pays semble se tourner après des mois de protestations sans interruption, car les Sri Lankais ne veulent plus du clan Rajapaksa à la tête du pays. Le frère du président Mahinda Rajapaksa, qui était alors Premier ministre, avait déjà quitté ses fonctions. C'était au début du mois de mai, tout comme plusieurs membres de cette même famille qui faisaient partie du gouvernement jusqu'au mois d'avril. Ranil Wickremesinghe, lui, a été désigné Premier ministre il y a 2 mois. Il a pourtant été considéré, on va dire, comme un réformateur capable de sortir le pays de la crise. Et il a annoncé donc qu'il démissionnerait quand les différents partis politiques du pays seront mis d'accord pour former un gouvernement d'union nationale. Mais les candidats ne se bousculent pas, car il faut redresser un pays en faillite. Il faut le réformer en profondeur. Il va donc falloir demander des efforts et des sacrifices considérables supplémentaires de la part des 22 millions d'habitants qui estiment en fait déjà payer le prix fort de cette crise économique sans précédent dans le pays. Située dans la province du Sindh, dans le sud-ouest du Pakistan, la ville de Jacobabad est la ville la plus chaude du monde. En plus de la chaleur, les habitants doivent faire face à l'extrême pauvreté. 2 éléments qui rendent leurs conditions de vie encore plus difficiles. France 24. À Jacobabad, la chaleur est torride, presque insupportable. Le thermomètre affichait 51 degrés en mai dernier au plus fort de la canicule. Dans la ville la plus chaude du monde, chacun tente de se rafraîchir comme il peut. Malgré des températures records, les ouvriers sont sur les chantiers. Travailler par cette chaleur est très difficile. Parfois, quand je travaille, j'ai des vertiges. J'ai l'impression que mon corps est vidé de toute son énergie. Mais je n'ai pas le choix. Si je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas nourrir ma famille. Je continuerai à faire ce travail jusqu'à ce que mon corps me le permette. Azizullah est payé 700 roupies pakistanaises par jour, soit environ 3,30 € pour 8 heures de travail. À peine de quoi nourrir sa femme et ses 3 enfants. C'est ici que nous dormons. Nous n'avons qu'un seul ventilateur. Il y a souvent des coupures de courant et parfois pendant 6 heures nous n'avons pas d'électricité. Alors nous devons utiliser cet éventail. La chaleur associée à un fort taux d'humidité rend la vie à la limite du supportable. Les malaises sont courants. Qu'est-ce qui vous arrive? Avez-vous des vertiges? Étiez-vous à l'extérieur? Vous pensez avoir pu attraper un coup de chaud? Ces jours-ci, nous avons principalement des patients qui sont victimes d'insolation. Ils ont des gastro-entérites, leur tension est basse à cause de la chaleur. Nous conseillons à tout le monde de prendre des précautions en cette période. Ceux qui travaillent doivent le faire tôt le matin. Tout le monde doit éviter d'aller dehors ou de travailler l'après-midi quand il fait très chaud. Mais Jacobabad cumule les défis. La ville est l'une des plus pauvres du Pakistan. Et l'eau potable est ici aux mains de mafias locales qui la vendent à la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. À suivre le film The Princess. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.